Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver François Asselineau qui va nous parler du conflit en Iran, qui va nous parler d'Israël aussi et qui va nous dire aussi des choses que vous n'allez et que vous n'avez entendu nulle part sur ce conflit. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est vraiment important en ce moment, il y a un gros shadowban, c'est compliqué sur YouTube, donc je compte sur vous et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon, c'est une plateforme où je poste toutes les semaines du contenu exclusif. Et puis là-bas, la grosse différence avec YouTube, c'est la liberté d'expression qui n'est pas limitée. On l'écoute et on en parle juste après. Souveraineté énergétique de la France et le prix des carburants pour les Français. Alors, en effet, c'est un événement très important. Ça ne défraie pas la chronique, hein. En règle générale, les médias français préfèrent focaliser l'attention des Français sur des sujets parfois complètement subalternes, voire grotesques ou ridicules. Mais là, c'est un sujet important sur lequel il n'y a pas eu énormément de communication. Il s'agit de quoi? Il s'agit que les Émirats arabes unis ont décidé de sortir de l'OPEP. En effet, OPEP, c'est en français, ça veut dire Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et en anglais, c'est OPEC, le C étant pour Countries, l'acronyme. C'est une organisation qui s'est créée dans les années 70, au début des années 70, qui a veillé à essayer de créer une espèce de cartel des pays producteurs de pétrole. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le monde, surtout les pays exportateurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le E de OPEP, c'est les pays exportateurs de pétrole. De façon à avoir une espèce d'action coordonnée au niveau mondial pour éviter les à-coups d'évolution du prix du baril de pétrole en fonction d'événements géopolitiques, d'événements politiques, d'émeutes, en fonction des uns et des autres. Donc pour éviter, par exemple, qu'un pays casse les prix parce qu'il a, par exemple, besoin absolument d'argent, parce qu'il est en déficit budgétaire, donc il va d'un seul coup vendre à tout va, là, il rentre dans un... Parce que tous les autres, évidemment, en pâtissent si ce pays fait chuter considérablement les prix, ce qui est évidemment le cas des pays les plus importants, à commencer par l'Arabie saoudite, qui doit avoir à elle seule quelque chose comme 22% des réserves prouvées de pétrole dans le monde. Alors tous les pays qui sont producteurs de pétrole significatifs, j'entends, ne font pas partie de l'OPEP. Il y a les États-Unis d'Amérique sont un pays exportateur enfin pas exportateur de pétrole, producteur de pétrole, mais ils n'exportent que très peu ces hydrocarbures, sauf maintenant à l'Europe au prix fort, et ce sont des gaz de schiste. Bon, les États-Unis, par principe, ne veulent pas appartenir à cette organisation. La Russie n'en fait pas partie non plus. Cette organisation qui, depuis le début, a quand même une connotation. Elle est dominée, bien entendu, comme on peut l'imaginer, par les pays arabo-musulmans, puisqu'il se trouve que beaucoup de pays exportateurs de pétrole sont situés justement aussi bien au Maghreb que certains en Afrique subsaharienne, mais aussi évidemment au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Voilà, il y en a aussi un peu partout en Indonésie, il y en a au Venezuela. Alors Venezuela, c'est pas un pays arabo-musulman, bien sûr, mais enfin, je trouve qu'il y a quand même une majorité de ces États. Si j'ajoute l'Iran, c'est pas un pays arabe, mais c'est un pays musulman. Voilà. Et donc évidemment, il y a une coloration un petit peu tiers-mondiste qui a eu à l'origine, et puis surtout l'OPEP s'est surtout fait connaître en 1973, après la guerre du Yom Kippour, qui a eu lieu donc en octobre 1973. Moi, je me rappelle, j'étais enfant, enfin j'étais adolescent, et ça a été un événement tout à fait considérable, puisque il y avait donc eu une guerre entre Israël et l'Égypte, et les pays essentiellement musulmans qui étaient dans cette OPEP ont décidé d'augmenter brutalement par 4 le prix du pétrole. Voilà. Pour en fait faire payer l'Occident de sa traîtrise à l'égard de la cause palestinienne. Je simplifie, mais en gros c'est ça. Alors depuis, il y a eu énormément de rebondissements. Je suis pas là, je vais pas vous raconter toute l'histoire de l'OPEP. D'ailleurs, il faudrait que je la révise. Je n'en connais pas tous les rebondissements, mais il y a donc eu toujours. En fait, c'est une organisation qui est tiraillée entre deux choses. D'une part, l'intérêt commun des pays producteurs de pétrole, qui est quand même d'avoir une vision à moyen et long terme du prix du pétrole, d'où une nécessité d'organisation de marché, et d'autre part, la volonté parfois de l'un ou de l'autre d'utiliser
à titre politique ce système. Alors, ce qui vient de se produire, c'est effectivement un point important, puisque les Émirats arabes unis, je rappelle que les Émirats arabes unis, qui auparavant étaient une colonie britannique, qu'on a appelé les États de la trêve, Trucial States, c'était une espèce de document qui avait été signé entre ces États où il y avait beaucoup de pirates. À l'époque, avant la grande période des hydrocarbures, c'était des pays extrêmement démunis. C'était un peu le pays de Sinbad le marin, c'est-à-dire il faisait un petit peu de cabotage dans le golfe Persique avec des navires à voile. Et il y avait parmi les recettes essentiellement, c'était les recettes de la pêche aux perles. Bon, et puis évidemment on a découvert le pétrole. Et ce pays, dans les années 70, sous les travaillistes ont voulu bazarder tout ce qui restait de l'Empire. C'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Et donc en 1971, je me lance, je crois que c'est la date que j'ai en tout cas à l'esprit. Eh bien, il y a eu des Émirats qui sont devenus indépendants et ils ont eu l'idée, qui faisait partie déjà de ce Trucial States, de créer une fédération qu'on a appelée la Fédération des Émirats arabes unis. Alors là-dedans, je crois qu'il y a sept Émirats. Celui qui se taille la part du lion, c'est l'Émirat de Abu Dhabi, puisqu'il représente, je crois, à lui seul 90% de la superficie, et qui est le plus à l'ouest. Il est coincé entre l'Arabie saoudite et le golfe Persique, ou arabo-persique, ça dépend quelles sont vos opinions politiques et géopolitiques. Enfin, la dénomination traditionnelle, c'est le golfe Persique. Le golfe Persique, dont ça fait référence à l'Iran qui est au nord. Golfe arabo-persique, c'est le monde arabe qui a voulu changer le nom pour faire valoir qu'il y avait l'Arabie au sud. Bref, que ce soit le golfe Persique ou le golfe arabo-persique, eh bien donc l'émirat d'Abu Dhabi, c'est également là que vous avez des ressources en hydrocarbures qui sont tout à fait considérables. Ce qui est beaucoup moins le cas d'autres émirats. Il y a des émirats absolument. Il y en a qui. Celui qui est à l'est d'Abu Dhabi, c'est l'émirat de Dubaï que tout le monde connaît, mais qui est surtout connu pour être une place financière et un hub à tous les égards, un hub aéronautique, puisque ils ont créé une compagnie qui s'appelle Emirates, qui est désormais quasiment l'une des plus importantes compagnies aériennes mondiales et qui bénéficie d'ailleurs d'hydrocarbures de kérosène à des prix défiant toute concurrence, ce qui leur permet de faire profiter les voyageurs de tarifs très tirés et d'un service à bord qui est particulièrement remarquable, particulièrement soigné. Mais il n'y a pas que la compagnie aérienne. Il y a également, ils ont créé notamment le Burj Al Arab, donc vous savez, qui est cette tour là, qui doit faire 900 mètres de haut, qui est la plus haute tour du monde. C'est une place financière considérable. C'est également un pays qui en ce moment est en plein désarroi, puisque du fait de la guerre en Iran, eh bien, énormément d'expatriés, parce qu'il y a énormément d'expatriés. Je crois qu'à Abu Dhabi, dans les Émirats en règle générale, il doit y avoir quelque chose comme 12% de nationaux et 88% d'immigrés. Les immigrés qui sont à Abu Dhabi, à Dubaï, mais aussi dans les autres Émirats, il y en a un qui s'appelle Sharjah, qui est encore plus petit. Il y a Al Quwain, il y a Fujairah, qui est celui qui est tout à fait au nord et qui est juste à côté du détroit d'Ormuz, d'ailleurs. Et je te dois en oublier un, Ujain aussi, je crois. Enfin, j'en parle comme ça parce que j'y suis allé il y a un certain nombre d'années maintenant, et c'est vraiment tout à fait intéressant à visiter. Mais enfin, bref, il y a deux types d'immigrés, si l'on peut dire, dans ces Émirats. Il y a d'une part les immigrés qui font le travail de domesticité, le travail d'ouvrier, etc., et qui sont, en règle générale, qui viennent d'Asie du Sud-Est, qui viennent du Sri Lanka ou qui viennent notamment des Philippines. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, sont chrétiens et donc ils essayent d'exercer leur culte, ce qui est, je crois, autorisé, en tout cas à Dubaï, mais ça n'est pas, c'est totalement interdit en Arabie Saoudite, ce qui est d'ailleurs contraire aux engagements de l'Arabie Saoudite vis-à-vis de la Charte des Nations Unies. Donc ça, c'est les immigrés comme on les connaît, c'est-à-dire ceux qui sont employés à des tâches qui sont mal rémunérées et des tâches considérées comme subalternes. Et puis il y a des immigrés de luxe. Alors eux, ce sont les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens, les Américains, des Japonais, des Australiens, des Néo-Zélandais, etc., qui eux
travaillent dans des banques, travaillent dans des entreprises expatriées et qui sont très bien rémunérés. Voilà. Alors, Dubaï a fait des quantités d'avancées au cours des années récentes. Encore une masterclass de François Asselineau, c'est de loin sur la politique étrangère un des plus justes que vous pouvez trouver en France. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'en France, on ne devrait pas avoir de crise énergétique. Les gens ne le savent pas. Du pétrole, on en a. Du gaz, on en a. De l'hydrogène, nous l'avons. Du nucléaire, nous l'avons. Nous avons des barrages hydrauliques. Nous possédons même des terres rares. Bref, d'un point de vue énergétique, nous devrions être totalement autonomes. Une autonomie énergétique, cela signifie qu'une seule chose, vous n'avez pas besoin de vous fournir à l'étranger. C'est-à-dire que peu importe les conflits, peu importe les décisions de l'OPEP ou autres organisations, vous n'êtes jamais touché par le monde extérieur et vous pouvez garantir à votre peuple et à votre entreprise un avantage considérable par une énergie abondante, d'une part, mais surtout la moins chère. Et le problème, parce qu'on peut être fâché à cause de la guerre en Iran et de tous ces pays qui mettent le monde sous tension. Certes, mais je pense que dans un premier lieu, on devrait être fâché et en colère contre notre gouvernement, contre les gouvernements qui se sont succédés successivement et qui n'ont jamais été capables de mettre un plan en place et d'obtenir une autonomie, une souveraineté énergétique. Je suis persuadé que si vous demandez à des gens autour de vous s'il y a un micro-trottoir pour demander aux Français si la France aurait les capacités énergétiques pour être autonome ou la France possède-t-elle des capacités énergétiques, la plupart des gens vous répondraient que non. Par exemple, pour le pétrole et le gaz, c'est une loi qui avait été votée sous François Hollande par les Verts qui interdit non seulement les forages, mais les études. Nous n'avons même pas le droit de regarder, aussi bien dans notre sol que sous la mer, ce que nous possédons. Car le dernier gisement de pétrole qui avait été découvert est au large de la Guyane. Et dites-vous bien qu'à cause de cette loi, qu'à cause de nos gouvernements, nous avons arrêté de rechercher. Qu'est-ce qu'on trouverait à l'avenir ? Car nous avons le deuxième plus grand espace maritime au monde. Et on sait que les fonds marins sont tout simplement sous-exploités. Alors avant d'être en colère envers Israël, avant les États-Unis, envers tous ces pays qui font monter bien sûr les prix artificiellement, plus bien sûr les taxes françaises, eh bien soyons tous en commun, faisons front contre nos gouvernements. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.